vous avez adoré la partie 1 sur les 10 leçons que j'ai apprises d'Alex Hormozi, pas besoin de me dire ça 2 fois, voici 10 nouvelles leçons du big boss d'internet. Et au passage, si t'as pas vu la première vidéo, t'inquiète, y a pas forcément d'ordre, tu peux commencer par celle-là. Leçon numéro 1, la productivité sélective. On a tendance à croire que pour réussir à se focus et à augmenter sa productivité, il faut faire appel à des nouvelles méthodes et stratégies. On croit que pour être plus productif, il faut faire plus de choses. Mais il n'y a rien de plus faux. La vraie productivité vient au contraire de toutes les choses que tu choisis de ne pas faire. Et pour ça, Hormozi nous parle de 2 définitions qui sont très importantes à comprendre. La première, c'est la définition du mot commitment. En anglais, on l'utilise souvent, mais en français, il n'y a pas vraiment de traduction. En gros, être commit dans une chose, ça veut dire être engagé totalement dans cette chose. Et pour lui, la définition du commitment, donc de l'engagement total, c'est d'éliminer toutes les alternatives. Par exemple, quand tu te maries, tu t'engages pleinement avec ton ou ta partenaire, donc tu élimines toutes les autres alternatives. Quand tu t'engages pleinement dans un projet, un sport, une activité, peu importe, tu élimines aussi toutes les autres alternatives. Ça mène alors à une deuxième définition importante, la définition du focus. Le focus, c'est pas juste le fait de réussir à se concentrer sur quelque chose. Le focus, selon Hormozi, ça correspond au nombre de choses auxquelles tu dis non. Et c'est pour ça qu'il parle de productivité sélective. La productivité ultime, c'est pas d'ajouter des techniques et des hacks magiques, c'est plutôt de s'engager totalement dans son projet et d'éliminer absolument tout le reste. Parce que les gens veulent ajouter plus de choses pour être plus productifs, sauf que ajouter plus de choses, ça va à l'encontre même de la définition du focus. Et pour décrire ça, j'aime beaucoup la métaphore de la bouteille d'eau. Si tu as une bouteille d'eau qui représente ton temps et ton énergie et que tu as 10 verres différents à remplir qui représentent tes objectifs et les choses que tu veux faire, bah tu vas forcément avoir très peu d'eau dans chaque verre parce que ton énergie va devoir se diviser en fonction de ton nombre d'objectifs. Logiquement, si tu répartis équitablement ton énergie dans 10 choses différentes, tu vas pouvoir mettre seulement 10% de ton énergie dans chaque chose. Alors que si tu te focuses, donc tu élimines tout ce qui n'est pas la chose sur laquelle tu veux te focus, là tu te retrouves avec 1 ou 2 verres remplis à fond. Et c'est là que tu peux enfin mettre toute ton énergie là où tu veux vraiment te concentrer. Bienvenue dans la productivité sélective. Et ça nous mène à un deuxième point qui m'a pété le cerveau auquel je pense tous les jours. Leçon numéro 2, tous les plans sont bons, c'est ton focus sur ton plan qui n'est pas bon. La plupart des gens échouent leur plan ou leur projet parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à s'éparpiller ou à abandonner trop tôt. On va généralement se lancer dans un business, dans la création de contenu ou peu importe, et on va abandonner au bout d'un certain temps parce qu'on voit pas de résultat. C'est là qu'on va essayer de commencer une autre chose, puis encore une autre chose, et on finit par ne pas avoir de vrais résultats significatifs dans quoi que ce soit parce qu'on n'a pas réussi à se concentrer suffisamment longtemps sur le plan. Et ensuite, on va avoir tendance à dire qu'on avait un mauvais plan ou un mauvais modèle, mais c'était pas le plan qui était mauvais, c'était notre focus sur le plan. Et Hormozi, il a une excellente métaphore pour décrire ça. Imagine que tu dois grimper un mur et derrière ce mur, il y a tous les résultats dont tu rêves. La richesse, le bonheur, les Porsche GT3 RS, tout ce que tu veux. Bah, tu as différentes échelles possibles pour grimper ce mur et c'est à toi de les construire en ajoutant les échelons. Et quand tu te dis, je vais essayer de faire ces 3-4 choses et on verra ce que ça donne, quand tu vas te lancer dans un projet, puis abandonner parce que ça marche pas, puis te lancer dans un autre projet, etc., tu vas mettre des échelons un peu partout. Tu vas en mettre un ici, un là, et c'est à partir de là que vient l'idée révolutionnaire du siècle. Si on arrêtait de s'éparpiller et de mettre les échelons un peu partout, on pourrait canaliser notre énergie et les mettre sur la même échelle. Et là, comme par magie, on se retrouve avec une échelle entière et on peut finalement grimper le mur et atteindre nos objectifs. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de plan meilleur que les autres, il n'y a pas vraiment d'échelle meilleure que les autres. Chaque échelle fonctionne à condition de se concentrer dessus suffisamment longtemps. Et aucune échelle ne va fonctionner, sauf si tu te concentres sur une seule d'entre elles. Et on en revient à la métaphore des bouteilles d'eau. Si tu te concentres sur une seule chose pendant plusieurs années, ça va être plutôt difficile d'être mauvais dans cette chose. Mais la seule raison pour laquelle t'as pas le niveau que tu veux, c'est parce que t'as pas encore réussi à te concentrer sur une seule chose. Leçon suivante, blâmer égale donner du pouvoir. Lorsque tu blâmes quoi que ce soit, la chose vers laquelle tu pointes ton doigt est la chose à laquelle tu donnes ton pouvoir. Il faut que je répète cette phrase trop importante, la chose vers laquelle tu pointes ton doigt est la chose à laquelle tu donnes ton pouvoir. À chaque fois qu'on blâme quelqu'un ou quelque chose pour justifier notre situation, en fait, on est en train de donner le pouvoir à cette chose ou cette personne. Dès qu'on dit « je peux pas faire ça parce que X », X est la chose qui va avoir le pouvoir sur notre vie. C'est ce qu'on appelle plus communément se trouver des excuses. Et il y a un truc qui est vraiment traître avec les excuses, c'est que la plupart d'entre elles sont bel et bien valides. Les excuses sont pas toutes des conneries, ce serait faux de dire ça. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on les utilise pour justifier notre situation, en disant des trucs comme « si j'arrive pas à me lancer, c'est parce que ma mère fait que me juger ou mes potes font que me juger. Si j'ai pas confiance en moi, c'est à cause de mes parents. Si j'aime pas mon travail, c'est à cause de mon boss. Si j'arrive pas à avoir de nouvelles relations, c'est à cause de mon ex, etc. » Bah la personne ou la chose vers laquelle on pointe notre doigt est celle à qui on donne notre pouvoir. Pour reprendre le dernier exemple, quand on dit « j'arrive pas à avoir de nouvelles relations sérieuses à cause de mon ex », c'est peut-être quelque chose qui est valide, mais en vérité, on est juste en train
train de répéter « Mon ex a le contrôle sur l'entièreté de ma vie amoureuse ». Parce qu'en blâmant qui que ce soit pour notre situation, on est en train de mettre nos cartes dans leurs mains et de nous enlever notre propre pouvoir. Et encore une fois, peut-être que l'excuse est vraie, mais Leila Hormozi, la femme d'Alex, a une phrase qui est géniale pour ça. C'est peut-être pas ta faute, mais c'est ton problème. Leçon numéro 4, la définition du pouvoir. J'aimerais dire que c'est une leçon de fou qui m'a pété le crâne, mais je crois que je l'ai déjà dit tout au long de la vidéo. Hormozi a une définition pour le mot pouvoir qui a complètement changé ma perception des choses. Quand je dis pouvoir, je parle pas de contrôler le monde et de devenir un psychopathe, je parle du pouvoir qu'on peut avoir pour changer notre propre vie. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo entière sur le sujet au passage, si ça t'intéresse, je te la fais apparaître quelque part par là. Pour Hormozi, le pouvoir, c'est la vitesse à laquelle on est capable de transformer une pensée en réalité. Typiquement, pour décrire le pouvoir ultime, on pourrait penser au créateur qui a juste à penser l'univers et hop, l'univers se crée. Et pour les gens qui sont athées, c'est pareil pour Thanos dans Avengers, il a claqué des doigts et il a décimé la moitié de la population mondiale. Ça, c'est un idéal qui est assez compliqué à atteindre parce qu'on n'a pas encore moyen de décimer la moitié de l'univers, mais ça veut dire que la façon dont on peut maximiser notre pouvoir en tant qu'être humain, c'est d'agir le plus rapidement possible sur nos idées. Il faut qu'on puisse réduire l'écart entre le moment où on a une idée et le moment où on agit dessus. Parce que la qualité de notre vie dépend de la rapidité à laquelle on agit sur ce qui compte pour nous. Autrement dit, la qualité de notre vie dépend de la vitesse d'exécution de nos idées. Plus on est capable d'agir rapidement après avoir eu une pensée ou une idée, plus on a le pouvoir d'atteindre les choses qu'on vise. Et ça, je trouve ça révolutionnaire et ça s'applique dans absolument tout. T'as envie de te mettre au sport, boum, le soir même, tu mets tes chaussures et tu vas faire une séance de sport. T'as l'idée de lancer un projet, boum, t'ouvres un document et tu te mets à travailler dessus. T'as des papiers à faire que tu repousses, boum, t'ouvres le site et t'enclenches les démarches. T'as un rendez-vous à prendre, boum, tu prends le rendez-vous. T'as envie de créer une communauté gratuite sur Discord, boum, la communauté gratuite sur Discord est créée. D'ailleurs, tu peux nous rejoindre là-bas et rencontrer des gens d'éther qui ont exactement les mêmes ambitions que toi. Le but de la commu, c'est de partager nos objectifs, nos victoires, nos connaissances et de pouvoir discuter avec des gens cool qui nous ressemblent. Donc c'est gratuit, je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. En fait, tu peux avancer 7 fois plus vite qu'avant si au lieu de mettre une semaine à prendre tes décisions, tu les prends le jour même. Et combien de fois on a eu quelque chose en tête et on a mis des mois à l'essayer ou à le mettre en place. Perso, je suis tombé complètement amoureux de cette idée quand je l'ai entendue et depuis, je m'efforce vraiment d'être dans ce mindset constant d'exécution. Ça m'a fait boucler tous les rendez-vous médicaux que je procrastinais, tous les rendez-vous pour refaire ma carte d'identité et mon permis, tous mes rangements qui traînaient et plus généralement tous les projets que j'avais envie de faire. Et c'est vraiment une dinguerie et une tranquillité d'esprit d'avoir plus aucune de toutes ces choses en tête. Donc si tu veux améliorer la qualité de ta vie, augmente la vitesse à laquelle tu agis sur tes pensées. Leçon numéro 5, le chemin le plus facile est le chemin le plus difficile. Chercher à passer par le chemin facile te fait en fait passer par le chemin le plus difficile parce que le chemin facile ne mène jamais vraiment où tu veux aller. Cette situation, elle rejoint beaucoup la vidéo que j'ai faite sur la loi de la ferme et les raccourcis. Pour te traduire tout charabia, cette citation, elle veut dire qu'essayer de passer par les raccourcis et les solutions rapides ne mène jamais vraiment là où tu veux. Donc au final, tu cherches à passer par le chemin le plus facile pour éviter le chemin difficile, sauf que le chemin facile est en fait celui qui mène au plus de prises de tête et de déception. Parce que les chemins faciles n'existent pas, il n'y a pas de raccourcis. Et dans la vraie vie, ça se traduit à essayer de tricher dans les choses au lieu de jouer selon les vraies règles du jeu. Ça se traduit à essayer de perdre du poids rapidement avec une tisane minceur, une pilule pour brûler des graisses ou faire un régime super drastique. Alors que le vrai chemin long et naturel pour perdre du poids, c'est juste manger moins et faire plus d'activité physique. Ça se traduit aussi à essayer de percer à tout prix sur les réseaux en faisant du contenu viral super choquant sans la moindre valeur, plutôt que de construire une communauté soudée petit à petit. Ça se traduit à chercher le meilleur business model le plus facile pour faire de l'argent rapidement, au lieu de juste prendre le temps de construire quelque chose de solide qui résout vraiment les problèmes des gens. Sauf que le chemin qui a l'air le plus facile est toujours le chemin le plus difficile. Leçon numéro 6, si tu aimes ce genre de vidéo, pense à enlever le mode plein écran et à cliquer sur le bouton s'abonner. En vrai, c'est gratuit et ça m'aide à faire des vidéos de plus en plus quali, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Vraie leçon numéro 6, le seul moyen de perdre, c'est d'abandonner. Dans n'importe quelle chose que tu commences, il y a 3 scénarios possibles. Soit tu abandonnes, soit ça devient plus facile, soit tu deviens plus fort. Le seul moyen de perdre, c'est d'abandonner, parce que soit la chose difficile va passer, soit toi-même tu vas devenir plus fort. C'est quelque chose auquel je pense tout le temps, le seul moyen de perdre, c'est d'abandonner. Quand tu te lances dans quelque chose, la seule raison qui peut faire que tu vas échouer dans cette chose, c'est toi-même. Parce que si t'as pas prévu d'abandonner tant que t'as pas réussi, tu vas trouver un moyen, tu vas corriger ton plan, tu vas te réadapter et tu vas continuer d'agir dans cette direction. Donc la plupart des choses qu'on a échoué sont des choses qu'on a fini par abandonner. Genre littéralement, même si ça a pas marché une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, si
on a échoué cette chose pour de bon, c'est parce qu'on a fini par la lâcher. Et c'est pas méchant ou forcément une mauvaise chose, il y a des choses qu'on fait mieux de lâcher pour pouvoir nous réorienter et mieux nous aligner, mais je trouve cette phrase trop puissante, le seul moyen de perdre, c'est d'abandonner. Et donc si on inverse ça, pour avoir un maximum de chances de réussir, il faut juste rester dans le game le plus longtemps possible. Leçon numéro 7, la confiance en soi vient de la répétition. Cette citation, c'est une grosse dynamite qui a fait pas mal le buzz. Tu ne deviens pas confiant en répétant des affirmations devant le miroir, tu deviens confiant en accumulant des preuves indéniables que tu es qui tu prétends être. Travaille plus dur que tes propres doutes. Et ce qu'Alex Hormozi veut dire par là, c'est que répéter devant le miroir « j'ai confiance en moi » ou chercher des hacks de surface pour augmenter sa confiance rapidement, c'est totalement inutile parce que la vraie confiance en soi vient de l'action et de la répétition. Plus tu vas répéter quelque chose, plus tu vas devenir à l'aise et plus tu vas avoir confiance en toi dans cette chose. Et Hormozi définit même la confiance comme le pourcentage de chance qu'une chose arrive comme on l'avait prévu. Parce que le manque de confiance, le doute et la peur viennent généralement de l'imprévu et de l'inconnu. Et la vérité difficile, c'est que si on n'a pas confiance en nous dans certains domaines, la seule solution, c'est de faire plus de répétitions. On n'a pas confiance en nous parce qu'on n'a pas assez répété la chose. Quand t'as pas confiance en toi pour parler en public, il faut parler plus souvent en public. Quand t'as pas confiance en toi dans tes skills en sport, il faut s'entraîner plus dans le sport. Quand t'as pas confiance en toi pour te mettre à l'écran et faire des vidéos, il faut juste faire plus de vidéos. La plupart des gens que t'admires et qui ont 100% confiance en eux dans leur domaine ont juste fait beaucoup plus de répétitions que toi. Et c'est exactement comme un muscle, la confiance en soi, elle va s'étirer au fur et à mesure qu'on s'aventure et qu'on expérimente. Parce qu'à chaque nouvelle répétition, on va aiguiser notre perspective et mieux pouvoir prédire le résultat. Par exemple, on pourrait croire que les comédiens sont drôles parce que c'est juste des personnes drôles. Alors oui, en partie, sauf que les meilleurs comédiens sont les comédiens qui ont le plus testé leurs blagues. Ils font des shows dans les petits comédie clubs, ils testent des parties de leur spectacle, ils voient ce qui marche pas, ils gardent que ce qui marche, et après, leur grand spectacle, c'est juste ces tout petits spectacles mis bout à bout. Et s'ils ont fait ça bien, ils finissent avec un spectacle génial, non pas parce que c'est juste des personnes drôles, mais parce qu'ils ont fait tellement de répétitions qu'ils savent exactement les choses qui vont déclencher du rire chez leur audience. Parce que la confiance en soi dans un domaine vient de la répétition. Bien entendu, le sujet de la confiance en soi, il est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que ça, mais ça marche bien pour la confiance en soi situationnelle selon les domaines. Bref, leçon numéro 8, être exceptionnel égale être différent de tout le monde. Petit rappel, vouloir être exceptionnel signifie que tu seras différent de tous les autres. C'est ce qui te rend exceptionnel. La plupart des gens veulent des résultats exceptionnels, pourtant ils continuent d'agir comme tout le monde. Ça va à l'encontre même de la définition du mot exception, qui veut littéralement dire ne pas faire comme tout le monde, sortir de la norme. En étant normal, tu seras forcément dans la moyenne parce que les gens normaux ont des résultats normaux. Par définition, tu ne peux pas faire comme tout le monde et t'attendre à des résultats spectaculaires. Hormozi parle beaucoup du sujet dans le sens où tu peux soit te conformer au groupe, faire comme tout le monde et éviter de faire beaucoup de vagues, ou agir différemment, être une exception et du coup te faire aussi juger par tout le monde. Et ces deux choses sont pas compatibles parce qu'en gros tu vas avoir affaire à un conflit qui sera soit interne soit externe. Quand tu décides de te conformer au groupe, de pas sortir du lot, de te laisser avoir par le regard des autres, tu vas avoir un conflit interne parce que tu vas pas faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Et quand tu décides d'arrêter de faire comme tout le monde, de suivre tes envies et de dire fuck le regard des autres, tu vas avoir un conflit externe parce que tout le monde va te voir comme quelqu'un de différent. Mais le truc, c'est que tu peux en choisir qu'un. Leçon numéro 9, l'anti-morning routine. La plupart des gens cherchent les meilleures routines matinales pour avoir les meilleurs résultats. Ils vont regarder les routines de millionnaires et chercher la solution magique en 5 étapes pour être le plus productif possible. Et dans la première leçon, on a déjà parlé un peu de productivité, sauf qu'on n'a pas pris le temps de vraiment définir ce qu'est la productivité. La productivité, selon Hormozi, c'est la quantité de travail que tu fais par unité de temps. En sachant ça, la productivité maximale, ce serait de boucler un maximum de travail en un minimum de temps. Alors quel genre de routine matinale pourrait nous assurer de faire un maximum en un minimum de temps? Probablement pas une routine en 13 étapes avec du sport, de la douche froide, de la méditation, marcher dans l'herbe, des affirmations, etc. Et c'est donc là qu'intervient l'anti-morning routine. Si tu veux que ta routine soit optimisée pour la productivité, tu dois juste avoir le moins de choses possible entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu travailles. Et c'est une pilule qui est difficile à avaler parce qu'on aime bien penser qu'il y a des solutions magiques qui vont nous faire avoir les résultats du travail sans avoir à travailler dessus. Mais malheureusement, je crois que ça marche pas comme ça. Pourtant, j'ai quand même réfléchi à ce concept et il y a quand même une nuance qui intervient. Faut garder en tête que les deux types de routines ont deux objectifs bien différents. Si ta priorité c'est la santé, l'équilibre et le développement personnel en général, la morning routine classique avec le sport, la douche froide, la méditation, tout ça va être génial. Mais si ta priorité c'est la productivité pure, tout ce que tu vas faire qui ne sera pas
travailler sur ton projet va être quelque chose qui va te rendre moins productif par définition. Et c'est là que l'anti-routine va être importante. Donc il n'y a pas vraiment une meilleure routine que l'autre, elles ont juste toutes les deux des objectifs différents. Mais il faut juste arrêter de se mentir à soi-même en disant qu'on est en train d'avoir une routine productive parce qu'il y a 12 étapes dans notre routine, parce que ce serait faux. On n'est pas en train d'être productif, on est juste en train de faire un maximum d'activités pour justement essayer de fuir la chose qui va nous rendre productive. Et perso, je trouve ça un peu drôle parce que j'ai entendu Alex Hormozy parler de ça et je faisais déjà un peu une sorte d'anti-routine. Pour ça, j'avais observé mes années de gros geek qui étaient mes années les plus productives sur les jeux vidéo en tout cas. Et ce que je faisais quand j'étais un gros geek, c'est que je mettais un réveil et je me jetais directement sur l'ordi pour aller faire des games. Donc pour avancer un maximum sur mon projet YouTube, c'est ce que je me suis mis à faire en remplaçant les jeux vidéo par mon projet. D'ailleurs, pour tous ceux qui m'avaient demandé ma routine matinale, je me lève, je fais mon lit et je me jette sur l'ordi. Et ça nous mène à la toute dernière leçon de cette vidéo. C'est une citation que j'ai vraiment envie de vous partager avant de vous laisser. Si les gens consacraient autant d'énergie à leurs objectifs qu'ils en dépensent à envier les gens qui sont en train d'atteindre les leurs, ils les auraient déjà atteints depuis longtemps. Cette citation, elle est juste incroyable. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et aucun moment où tu vas envier les arbres des autres ne fera pousser le tien plus vite. Arrose ton arbre au lieu d'envier ceux des autres. Merci pour ton temps, c'était 10 nouvelles leçons de vie que j'ai apprises d'Alex Hormozy. Ce mec a eu un impact totalement énorme sur ma façon de penser et d'agir, c'est abusé. Je suis curieux de savoir c'est laquelle ta leçon préférée. N'hésite pas à me l'écrire en commentaire et tu peux aller voir cette vidéo-là pour continuer d'apprendre. Voilà. Manque d'inspi, c'est parti.